Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Totalement sous le choc de ce qu'il vient d'apprendre, l'Américain raconte aux spécialistes comment il a acquis ce papyrus, sans omettre aucun détail. Et l'expert écrit aussitôt une lettre au musée du Caire pour avertir le service des antiquités égyptiennes. Quand le professeur Gaston Maspero reçoit la lettre, elle lui fait l'effet d'une bombe. Il réalise qu'une fois de plus, son musée a été privé d'un artefact d'une valeur exceptionnelle. Et je dis une fois de plus. Effectivement, voilà déjà 6 ans que des bijoux extrêmement rares et d'une valeur scientifique considérable apparaissent comme ça sur le marché égyptien sans qu'on puisse déterminer du tout leur provenance. Et les indications des acheteurs restent toujours floues. Ils évoquent toujours tantôt un arabe, tantôt un africain, tantôt un fellah en haillons ou au contraire un cheikh richement vêtu. En plus, l'expert est formel. Ce papyrus est inscrit au nom d'un roi de la 31e dynastie, un certain Pinedjem. Or, jusqu'ici, les archéologues du service des Antiquités avaient cherché en vain la sépulture de ce pharaon. Cet objet prouve qu'elle a été découverte, mais pas par des fouilles officielles. Alors par qui ? Des pilleurs ? Sans aucun doute. Mais dans ce cas, ont-ils fouillé la tombe d'un seul roi ou de plusieurs ? En cette fin de 19e siècle, la quasi-totalité des tombeaux de la vallée des rois a été pillée. Mais qu'en est-il des corps des souverains ? Ont-ils tous été détruits ? En tout cas, c'est ce que pensaient les égyptologues jusqu'à cette incroyable découverte. Mais on va revenir un peu en arrière. En 1857, Mariette, alors à la tête du tout nouveau service des antiquités égyptiennes, découvre 2 tombes royales dans la nécropole thébaine qui renferment encore de magnifiques objets en or et en argent. Mais le manque de discrétion des autorités égyptiennes alerte les habitants de Gourna. Ils apprennent comme ça que leur village est bâti directement sur la nécropole et ils entreprennent leurs propres fouilles au sein de leur maison. En 1875, des statuettes en émail bleu apparaissent sur le marché portant le cartouche de Kerperare, qui est en fait le nom de couronnement du roi Pinedjem de la 31e dynastie. L'année suivante, un général anglais, Campbell, montre à Mariette le rituel hiératique de Pinedjem acheté à Thèbes pour 400 livres. Cet achat attise la curiosité de l'archéologue, mais il se dit qu'il doit s'agir d'un simple hasard. Mais lorsqu'en 1877, De Saulcy lui montre la photo d'un papyrus aujourd'hui partagé entre la France, l'Angleterre et la Bavière, portant le nom de la reine Notmit, la mère du roi Eriror, deuxième roi de la 31e dynastie, il commence sérieusement à s'interroger sur la provenance des objets qu'on lui apporte. Et quand un ami lui montre 2 statuettes funéraires inscrites au nom de Pinedjem, alors là le doute n'est plus permis, les hypogées de la 31e dynastie sont victimes de fouilles clandestines. En 1880, Gaston Maspero, âgé de 34 ans, prend donc la succession d'Auguste Mariette à la tête du musée de Boulak, le futur musée égyptien, et du service des antiquités égyptiennes. Son prédécesseur et mentor lui parle alors de papyrus et d'objets antiques, tous de grande valeur, qui apparaissent comme ça sur le marché de l'art ancien, en Égypte comme en Europe, sans du tout qu'on connaisse la provenance. Ce problème, Maspero le connaît très bien et depuis longtemps. La lettre de l'Américain vient donc mettre une nouvelle fois en lumière le trafic d'antiquités qui s'est considérablement développé dans les différentes régions égyptiennes. Maspero se remémore alors tous les objets jugés comme authentiques dont il a eu connaissance et dont la provenance reste indéterminée. Il est rapidement convaincu qu'ils proviennent tous de tombes différentes. Mais comme il semble assez peu probable que les voleurs aient découvert d'un seul coup autant de sépultures, il se dit qu'ils ont certainement découvert un tombeau collectif renfermant plusieurs momies royales. Du coup, Maspero ne peut pas rester là sans rien faire. Il est quand même le directeur du service des antiquités, c'est donc à lui de démasquer les voleurs. Il passe donc à l'action. Il envoie un de ses assistants à Luxor. À peine arrivé, le jeune savant adopte une stratégie plutôt ingénieuse. Pour pas éveiller les soupçons des marchands et des potentiels pilleurs, il se fait passer pour un simple touriste. Il loue une chambre dans le même hôtel que l'Américain qui avait acheté le papyrus, et puis il déambule, jour et nuit, dans les ruelles du bazar, en inspectant les moindres recoins. Il achète par-ci par-là des babioles qui ne valent presque rien, mais qu'il achète pourtant à prix d'or, exprès.
Il discute volontiers avec les marchands et leur offre de généreux pourboires, pas trop non plus, pour pas éveiller la méfiance des commerçants. Les boutiquiers lui proposent à maintes reprises de fausses antiquités, mais le jeune savant ne se laisse quand même pas duper. Les marchands se rendent alors compte qu'ils n'ont pas affaire à un touriste naïf et ignorant, mais plutôt à un connaisseur, un acheteur qui quand même a un certain flair. Et l'étranger monte alors rapidement dans leur estime, et de l'estime naît la confiance. Un jour, alors qu'il se promène comme à son habitude dans les rues animées du village, le jeune savant est abordé par un marchand, accroupi comme ça sous une porte cochère, et l'homme lui propose une statue. Le savant peine forcément à contenir un mouvement de surprise et d'excitation. L'objet que lui tend le marchand n'est pas un objet moderne, mais un authentique artefact. Il conserve malgré tout son sang-froid, il prend un air détaché, s'assoit calmement à côté de l'homme, il entame des négociations, il fait mine de jouer avec la statue comme ça, il l'examine sous toutes les coutures tout en continuant de marchander d'un air faussement distrait. Mais en réalité, l'enthousiasme ne fait que monter au fur et à mesure qu'il observe la statue dans ses moindres détails. Non seulement elle est authentique, mais d'après les inscriptions qui ornent ses côtés, elle provient d'une sépulture de la 31e dynastie, exactement comme le papyrus de l'Américain. Bingo! Le jeune savant comprend qu'il se rapproche du but et il s'acharne. Dans le même temps, il établit un plan pour remonter à la source de l'objet. Après de longues négociations, il finit par remporter la bataille, mais il fait semblant d'être quand même peu satisfait de son achat. Il affirme au vendeur qu'il souhaite maintenant quelque chose de plus grand et d'une valeur plus importante.